Chers amis, bonjour. Merci Nastia pour cette présentation. Très heureux d'ouvrir cette première conférence internationale avec nos amis de Russie, d'Arménie, du Congo et d'autres pays encore. Je vais donc attaquer très vite pour respecter les délais que Nastia nous a fixés et pour rappeler qu'effectivement, comme vous l'avez vu, comme nous le savons tous, les 9 et 10 décembre prochains, le président états-unien Joe Biden organisera une visioconférence mondiale afin, je cite, d'établir un programme positif pour le renouveau démocratique et afin de s'attaquer par une action collective aux plus grandes menaces auxquelles sont confrontées les démocraties d'aujourd'hui. Point de fin de citation. Il s'agit là clairement, les amis, d'une tentative de reprise en main du leadership sur le monde de la part de l'oligarchie anglo-saxonne, apparemment dominée par l'establishment américain, mais où l'élite britannique joue un rôle discret mais prépondérant. C'est une volonté de diviser à nouveau le monde en deux blocs, après avoir tenté de l'unipolariser, de l'unifier sous une même gouvernance mondiale après la chute de l'Union soviétique. L'erreur des Occidentaux est d'avoir cru être entrés dans la fin de l'histoire, ainsi que l'avait prophétisé Francis Fukuyama, et s'apercevant que l'histoire ne s'était pas arrêtée, les Anglo-Saxons essayent maintenant de diviser les peuples entre un nouveau monde libre, entre guillemets, celui des démocraties assujetties à la vision du monde occidental, et un monde fermé, celui des prétendues autocraties autoritaires. Cette relance de la guerre idéologique résulte de l'échec des puissances anglo-saxonnes qui n'ont pas réussi à imposer leur volonté à la Russie. Londres et Washington ont eu une longue fenêtre de tir de 10 années, 1990-2000, au cours de laquelle Moscou était entre leurs mains et où aucune force dans le monde ne s'opposait plus à leur hégémonie. Ils n'ont pas imaginé une seconde que la Russie allait non seulement sortir de sa position de faiblesse, mais surtout qu'elle allait rebâtir une puissance militaire qui est aujourd'hui en mesure d'imposer sa volonté à l'Occident. Mais si sur le plan militaire, la Russie a raison de conserver une stratégie défensive dans le domaine de la bataille des idées, en revanche, elle devrait, au contraire, de notre point de vue, adopter une position résolument offensive. Et à cet égard, on constate que Moscou, sur le terrain idéologique, non seulement laisse l'initiative à l'adversaire, mais n'a pas encore développé les armes qui lui permettraient de vaincre. Certes, depuis le fameux discours de Vladimir Poutine à Munich en 2007, et plus récemment encore dans ses dernières interventions, le président de la Fédération de Russie a clairement marqué les lignes rouges que l'Occident ne devra pas franchir, mais en même temps, on n'a pas l'impression que la Russie veuille aller au-delà de la définition d'un conservatisme modéré qui certes s'interdit de sombrer dans les délires occidentaux comme l'idéologie woke ou la promotion de la théorie du genre, mais qui n'a pas encore clairement affirmé quel était le contenu de ce conservatisme modéré. Or, l'idéologie occidentale, qui repose sur une conception biaisée des droits de l'homme et de la démocratie, est quasiment inattaquable sur ce terrain qu'elle a choisi, puisqu'elle prétend incarner le camp du bien contre l'axe du mal, ainsi que la promotion des sociétés ouvertes contre les sociétés fermées, ou encore la défense des sociétés démocratiques contre les régimes autocratiques. Et ainsi, de la même manière que l'Occident domine le monde de la finance par le contrôle du dollar, des banques centrales et des mécanismes financiers, les anglo-saxons dominent également dans le domaine de l'idéologie, dans le monde des idées, en imposant leur vocabulaire, leurs concepts et leur propre définition des règles qu'ils promeuvent. Or, nous sommes à un moment de basculement du monde, où l'idéologie occidentale s'épuise et démontre chaque jour sa nocivité, et où il devient urgent qu'une véritable alternative au système soit proposée. Et cette alternative ne peut surgir que du seul pays du continent eurasiatique qui n'a pas été vaincu, à savoir la Russie. Pour paraphraser le juriste allemand Carl Schmitt, la Russie a désigné ses partenaires, mais elle n'a pas encore désigné son ennemi. Or, l'Occident, lui, ne se gêne pas pour désigner la Russie, comme la Chine d'ailleurs, comme leurs ennemis. Et ils le font parce qu'ils savent qu'en agissant ainsi, en faisant preuve de décisionnisme, pour utiliser à nouveau le concept de Carl Schmitt, ils fédéreront autour d'eux leurs États satellites, leurs États clients, leurs États vassaux. Il y a dans le monde aujourd'hui beaucoup de pays qui attendent que soient condamnés les crimes occidentaux pour leurs guerres et leurs massacres commis en Corée, au Vietnam, en Indonésie, en Irak, en Libye, au Yémen ou encore en Syrie, et qui, au-delà de la dénonciation de ces crimes,
souvent commis contre des populations civiles, attendent de la Russie qu'elle se pose en alternative radicale à l'Occident, comme l'avait fait en son temps l'Union soviétique, mais bien évidemment pas sur les mêmes bases idéologiques. Alors il y a bien eu en Russie des tentatives de définir une nouvelle vision du monde, notamment avec les concepts de verticale du pouvoir ou de démocratie souveraine, dont a parlé Ladislav Surkov. Mais au-delà des effets d'annonce, ces concepts ne semblent pas avoir été particulièrement développés. En admettant que le régime politique de la démocratie soit devenu l'horizon indépassable de l'humanité, et ce sont encore des données qui mériteraient d'être explorées, ce dont je ne suis pas convaincu d'ailleurs, il est néanmoins intéressant d'introduire la notion de souveraineté avec l'idée de démocratie, car cette idée sous-entend que s'il existe des démocraties souveraines, il en existe d'autres qui ne le sont pas, et qui donc par définition sont soumises à d'autres autorités plus ou moins occultes et dont elles sont objectivement les vassales. Cette première distinction entre démocratie souveraine et démocratie vassale nous semble être une première approche intéressante vers l'acceptation de la dialectique ami-ennemi, dont nous savons qu'elle est indispensable en politique, et que la Russie ne pourra pas éternellement refuser l'affrontement idéologique que lui impose l'Occident. Certes, affirmer aujourd'hui que la Russie est la meilleure élève dans la défense du droit international et dans le respect des traités internationaux est tout à son honneur, mais face à un ennemi qui ne respecte le droit international que lorsque cela l'arrange et qui s'assoit dessus lorsque ce même droit le dérange, il n'est peut-être pas suffisant de se battre uniquement sur le terrain du droit avec des adversaires qui ne le respectent pas. Là encore, la bataille des idées sera capitale. Et cette nouvelle grande guerre patriotique, la Russie devra la mener non seulement pour elle-même, mais également pour l'ensemble des peuples sur Terre qui aspirent à la liberté et qui ne veulent pas vivre, qui ne veulent plus vivre sous l'oppression de la dictature financière. Cette nouvelle grande guerre patriotique pourrait adopter comme slogan « Patriotes de tous les pays, unissez-vous ». Et pour les nostalgiques de l'Union soviétique, qu'ils n'oublient pas que chez les patriotes, il y a beaucoup de prolétaires aussi. La Russie, quant à elle, pourtant arrivée tard dans la vie des grandes nations, a déjà porté 2 fois sa parole dans le monde. La première fois, c'était sous le tsar Alexandre Ier, qui, pour contrecarrer les conséquences destructrices de la Révolution française, avait forgé le concept de Sainte Alliance, rapidement abandonné par l'Angleterre et les empires centraux, et qui a achevé de mourir dans la boue des tranchées de la Première Guerre mondiale. La deuxième fois, c'était sous l'Empire soviétique, qui s'opposait à l'Occident avec l'internationalisme prolétarien. Mais on sait comment tout cela a fini, et pouvait-il d'ailleurs en être autrement. Aujourd'hui, le monde est sous la domination de la pensée unique, de l'idéologie des droits de l'homme et de la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. Bref, le monde est sous la tutelle du consensus de Washington, dont le but avéré est de soumettre les pays à l'oligarchie financière par le biais du FMI et de la Banque mondiale. Ce que la Russie ne parvient peut-être pas à comprendre aujourd'hui, c'est que cette idéologie anglo-saxonne impose une soumission absolue à sa vision du monde. Il ne suffit pas de faire les élections, vous serez accusé de les avoir manipulées. Il ne suffit pas de respecter les droits de l'homme, vous serez accusé de les bafouer. Il ne suffit pas de défendre le droit international et les prérogatives de l'ONU, vous serez toujours accusé d'être un État agresseur et militariste. En d'autres termes, quoi que fasse la Russie, elle est et elle restera l'ennemi ultime du monde anglo-saxon, car elle reste le dernier grand peuple du continent qu'ils n'ont pas conquis. Il ne servira donc à rien de les traiter en partenaires quand eux vous considèrent comme leur ennemi. Prenant acte de cet état de fait et en renouant avec l'esprit de la conférence de Bandung en 1955, qui visait, elle, à refuser l'alignement entre les 2 blocs, soviétiques et américains, la Russie pourrait proposer aujourd'hui une nouvelle alliance, et ce sera la 3e fois que la Russie se pose dans le monde en proposant une alliance des pays pour un monde multipolaire afin de contrer l'hégémone occidentale et d'offrir ainsi à l'humanité une alternative de liberté. Je vous remercie.